en direct le web déjeuner avec le FONGECIF PACA. Aujourd'hui, une émission questions-réponses sur un sujet qui vous intéresse tout particulièrement, la réforme de la formation professionnelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler les règles du jeu. Certains d'entre vous les connaissent bien car vous êtes des habitués. Alors, tout d'abord, le webinaire est enregistré. Nous avons coupé vos micros afin qu'il n'y ait pas d'interférence. Et vous allez pouvoir poser vos questions par chat. Alors cette fois-ci, nous avions aussi demandé à ce que vous posiez des questions en amont afin que nous puissions avoir un panel de ce qui vous intéresse. Mais tout le long, vous allez pouvoir continuer à le faire. Pour cela, c'est très simple. Vous avez en bas un encart sur lequel vous allez écrire vos questions. Nos modératrices aujourd'hui, Alban, Sorelia et Audrey, vont y répondre et nous donnerons aussi vos questions pour compléter ceux pour lesquels on n'aura pas vu pendant le début du webinaire. Nous sommes ensemble pendant 25 minutes à peu près. Alors, êtes-vous prêts? En cas de souci, il y a un petit bonhomme en haut. Vous pourrez interpeller les modératrices. Si vous avez des soucis techniques, elles y répondront au fur et à mesure. Alors, je suis Françoise Bonamour, intervenante conseil en évolution professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gérard Goron, directeur général du FONGECIF PACA. Bonjour. Donc, Gérard, vous êtes directeur du FONGECIF depuis 2000. Donc, du coup, vous avez vu passer pas mal de changements dans la formation On peut le dire, professionnelle. on en a vu des réformes, 2004, 2009, 2013, 2014, ça dépend comment on regarde les Alors, choses, justement, et celle-là, 2018. Alors, quel contexte? 2018 qui va sûrement s'étendre sur 2019, 2020, un contexte difficile, parce que la volonté du gouvernement, vous savez qu'à chaque gouvernement nouveau, chaque président de la République qui est élu, on a droit à une réforme de la formation professionnelle. Celle-là est très ambitieuse et il faut le dire tout de suite, elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle bouleverse le paysage de la formation professionnelle. Elle le bouleverse profondément. Et on va voir en détail les incidences sur le FONGECIF. Mais disons simplement, la volonté du gouvernement, c'est que l'argent de la formation professionnelle aille à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, vous allez avoir les gens qui sont d'un niveau de qualification plutôt faible, les gens qui ont des CAP, des BEP, des bacs, ou bien même infra, c'est-à-dire en dessous. Et vous allez avoir aussi les gens qui sont salariés des petites entreprises. On a souvent reproché le fait que la formation professionnelle, l'argent de la formation, n'allait pas à ceux qui en avaient le plus besoin. On sait qu'au FONGECIF, il faut moduler un peu cette appréciation, mais on va voir surtout que ça bouleverse tous les champs de la formation professionnelle. Et quand on parle de formation professionnelle, on y met l'apprentissage, on y met la professionnalisation, ceux qui connaissent les contrats de professionnalisation, la période de professionnalisation. Bien sûr, le congé individuel de formation qui est bouleversé puisqu'il disparaît, mais on va voir que c'est pour réapparaître d'une autre façon. On pourrait citer aussi le bouleversement au niveau des branches, puisque les opérateurs de compétences futures, qu'on va appeler OPCO, vont remplacer les OPCA, voilà, pour être un peu technique dans le langage. Donc, les organismes de formation vont être fortement impactés par la qualité de la formation qui va rentrer dans un cran supérieur. Donc, on voit que cette réforme de la formation professionnelle, elle est globale et elle bouleverse vraiment la donne. Ce qui veut dire que, en principe, si elle fonctionne, les gens pourraient avoir plus de facilité à se former pour se positionner. Pourquoi? Sur le marché de l'emploi, pour trouver plus facilement un job, pour en changer plus facilement. C'est ça la volonté du gouvernement. On verra si, dans les faits, cette formation remplit ses objectifs. Alors, je me permets de rebondir. Vous avez parlé de bouleversement pour tous. Parmi nos auditeurs aujourd'hui, il y a des actifs, il y a des organismes de formation, il y a des entreprises. Donc, on va apporter un éclairage à aujourd'hui, 4 décembre. Je précise bien la date parce que tout peut encore bouger d'ici 2019. Alors, vous avez raison, Françoise, d'être prudente parce qu'on est aujourd'hui le 4 décembre. La loi a été votée, promulguée le 5 septembre dernier. Donc, c'est tout à fait récent. Il y a des projets de décrets qui sont en cours. Vous savez, quand une loi sort, il faut ensuite des décrets qui doivent permettre à cette loi de s'appliquer. Donc il y a des choses qu'on connaît, qu'on peut tenir pour certains, c'est inscrit dans la loi.
Il y a des choses qu'on suppose, parce qu'il y a des projets de décret qui sont déjà en route, mais vraisemblablement, alors il faut savoir qu'il y a une centaine de décrets qui sont prévus en gros pour faire fonctionner cette loi au final. Nous concernant les FONGECIF, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelques décrets seulement, et on va voir que déjà on peut, c'est le choix qu'on a fait, on n'a pas dit on va attendre les décrets pour vous en dire plus, on a vu déjà passer des projets de décrets et on sait à peu près de quoi sera fait 2019. En tout cas, on peut s'avancer sur des choses qui peuvent éclairer le public, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient des organismes de formation. Donc, à ce titre, les personnes souvent nous connaissent, FONGECIF, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et le fameux congé individuel de formation. La réforme, donc, plus de congé individuel de formation, mais CPF de transition. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme tout le monde l'a compris, le CIF disparaît. Le congé individuel de formation n'est plus. Et ceci à la fin de l'année, donc là, dès maintenant, on ne peut plus recevoir de demande de congé individuel de formation. Avec cette disparition, disparaît aussi le bilan de compétences tel que le FONGECIF le finançait. Ça ne veut pas dire que le bilan de compétences disparaît. Il faudra être très nuancé dans tout ce qu'on dira. Le congé VAE disparaît également. La formation en temps de travail telle qu'on la connaissait, financée par le FONGECIF, disparaît. Enfin, le CIF-CDD disparaît. Et si j'ose dire, cerise sur le gâteau, c'est peut-être l'expression n'est pas très bien choisie, le FONGECIF disparaît. Le FONGECIF disparaît fin 2019. Qu'est-ce qui va se passer? Le CPF de transition. Qu'est-ce que ça veut dire CPF de transition? Ça veut dire compte personnel de formation pour les transitions professionnelles. Fait son apparition et il faut le dire, on peut le dire comme ça va ressembler beaucoup au CIF, au congé individuel de formation. En quoi ça va changer? Le compte personnel de formation de transition va changer dans le fait que quand une personne va vouloir aller voir son employeur, demander une autorisation d'absence pour se former, le compte personnel de formation de transition, le CPF de transition, va lui permettre de faire cette formation. Et pour cela, il va toujours demander une autorisation d'absence à son employeur. La formation sera prise en charge selon certaines conditions. Le salaire de la personne sera pris en charge par l'entreprise et la future entité, on va en parler, qui prendra le dossier en charge, remboursera à l'employeur sur la rémunération qu'il aura versée à son salarié. Voilà, le CPF de transition va venir remplacer le CIF. On sait déjà, il faut le dire, qu'il y aura moins de moyens. Il y aura moins de moyens, les financements seront moindres. Ça ne veut pas dire que la prise en charge sera moindre, ça veut dire que globalement, il y aura moins de dossiers pris en charge. Pourquoi? Parce que le législateur a voulu que ne soient éligibles à ce nouveau CPF de transition que les projets qui concernent un changement de métier ou de profession. Voilà, ça, c'est une chose importante à intégrer. Parce que dans le CIF, des fois, il pouvait y avoir des évolutions, notamment par rapport à une profession, dans la santé, passer par exemple, d'aide-soignante à infirmière. Il pouvait y avoir certaines demandes qui passaient par le CIF, tandis que là, ça ne sera pas le cas, étant donné que c'est plus, du coup, les reconversions dans le cadre du CPF de transition. On peut dire ça. Le CPF de transition ne va concerner que les reconversions. Alors après, à la marge, on pourra voir... Bon, oui, on va en parler après. Ça ne concernera que la reconversion. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, qui est un peu différente d'aujourd'hui, c'est que quand une personne va faire cette demande de CPF de transition, elle sera obligée de mobiliser ses heures de CPF, je m'empresse de rectifier, son compte personnel de formation CPF, parce que le compte, au 1er janvier 2019, ça c'est acté, le gouvernement l'a dit, il va le faire, le compte personnel de formation sera comptabilisé en euros et non plus en heures. On connaît déjà à peu près le taux de conversion. 1 heure égale 15 euros. On attend le décret, mais vraisemblablement, ce sera ce chiffre-là. Donc, si vous avez 30 heures sur votre compte personnel de formation, vous aurez un équivalent de 450 euros sur votre futur compte personnel de formation monétarisé. Cette obligation de mobiliser son CPF pour faire une demande de CPF de transition, si elle est acceptée, bien sûr, ça, c'est quelque chose de nouveau. La troisième chose qui est nouvelle, ça faut bien en prendre conscience, ça va être important pour les organismes de formation, le positionnement avant l'entrée en formation, le positionnement du candidat sera obligatoire et il sera réalisé par l'organisme de formation. Ce positionnement, le FONGECIF le réclamait déjà. Quand vous vouliez faire un CIF, on vous disait oui, mais est-ce que le nombre d'heures a été adapté? Est-ce que les méthodes pédagogiques ont été adaptées aux candidats? Est-ce que vraiment le parcours nécessite d'être aussi long? Parce que derrière, il y a des questions de coût, bien sûr. Là, le positionnement va devenir obligatoire
Et la future entité, alors autant en parler maintenant, puisqu'on va arrêter de parler de future entité, ce compte personnel de formation, ce CPF de transition, qui remplace le CIF, va être géré par une commission paritaire interprofessionnelle régionale, CPIR, dont les fonds GESIF disparaissent fin 2019, mais seront remplacés par des CPIR. Et en tout cas, on n'attendra pas fin 2019 pour faire fonctionner ce CPF de transition, dès que les décrets vont paraître. On nous dit avant la fin de l'année. Donc vous arrivez, on est au 4 décembre, d'ici 3 semaines, normalement les décrets sortent. On attend 2 décrets. Le décret qui va permettre de dire comment fonctionne ce CPF de transition en termes de l'autorisation d'absence, comment elle se demande, comment va être calculée la prise en charge financière de la personne. Encore une fois, on pense, parce qu'on a vu des projets de décret, que ce sera très similaire au congé individuel de formation. Donc si vous avez moins de 2 fois le SMIC, votre rémunération sera remboursée à l'employeur à hauteur de ce que vous touchez actuellement dans votre contrat de travail. Donc, dès qu'on connaîtra, le décret sera sorti, on attendra un arrêté qui va permettre de définir, lui, l'arrêté, c'est le ministre qui prend une circulaire, on va simplifier les choses, et qui va déterminer les documents qui vont être nécessaires pour faire cette demande de CPF de transition auprès de la commission CPIR. Et cet arrêté, une fois qu'on le connaîtra, on pourra commencer à recevoir des demandes. Donc ce sera un dossier. Voilà, c'était l'inquiétude de nos internautes. Oui. Pour ceux qui veulent faire des formations qui démarreraient en janvier, février ou mars, à quel moment ils vont pouvoir faire leur demande? Alors, on ne peut pas s'avancer sur un mois précis, vous le comprendrez, parce que le décret, normalement, sort, imaginons l'idéal, le décret sort à la fin de l'année. Avant la fin de l'année, là, d'ici quelques semaines. On attend l'arrêté qui va déterminer quels sont les documents qu'il faut fournir. On peut déjà s'y attendre, le bulletin de salaire, le contrat de travail, le CV de la personne. Bon, c'est des choses qu'on peut déjà... Mais on attend quand même l'arrêté qui pourrait sortir en janvier. Alors, soyons fous, il sort en janvier. Le temps que nous, on mette en place notre système d'information, on va le faire très vite, on peut imaginer, dans le meilleur des cas, que les premiers dossiers de demande nous arrivent en février. Par exemple, en février, la commission se réunissant, vous connaissez nos délais d'examen des dossiers, pour ceux qui ont déjà pratiqué le CIF, la commission se réunissant en mars, les premiers départs en formation se faisant en avril-mai. Je pense qu'il faut être raisonnable. Si c'est peut-être plus court, tant mieux, mais ce n'est pas la peine de faire rêver le public. En tout cas, la volonté du gouvernement, c'est d'essayer de faire que cette période de transition 2019 soit la plus courte possible. Donc on aille très vite dans ce nouveau dispositif. Et nous, on est déjà prêts, dès qu'on aura le décret et cet arrêté qu'on attend, on sera très vite prêt pour recevoir ces demandes de CPF de transition. Et bien sûr, on reviendra vers vous, on a prévu déjà des dates de webinaire, pour revenir vers vous dès qu'on aura des précisions pour que les gens qui sont en attente, on sait qu'ils sont nombreux, il y a des gens qui attendent, dès qu'ils seront en attente, ils puissent, dès qu'on aura ces informations, ces décrets et cet arrêté, qu'ils puissent venir déposer leur dossier. En attendant, je m'empresse de dire, en attendant, il y a une chose qui perdure, c'est le conseil en évolution professionnelle. Donc ça, je voudrais que nos auditeurs écoutent bien. Le fonds GESIF existe toujours en 2019. Le fonds GESIF en 2019 assure toujours le conseil en évolution professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la question du dossier, on va attendre la sortie des décrets. Mais pour la question de travailler son projet, de choisir peut-être l'organisme de formation, de choisir même la formation, de régler tout un tas de questions qui ont trait à son projet. On le sait, quelquefois, c'est lourd, un projet de formation qui peut durer des mois. Pour tout ça, vous pouvez faire appel à votre conseiller en évolution professionnelle. Les conseillers sont toujours là pour vous recevoir. En ce moment, il n'y a pas trop d'attente. Vous pouvez très bien prendre rendez-vous d'une semaine sur l'autre avec votre conseiller, sous la forme d'un atelier, d'un entretien individuel. C'est ouvert, vous avez accès à notre site internet pour ça. Et n'hésitez pas à solliciter le fonds GESIF qui existe toujours, je le redis, et pour les conseillers en évolution professionnelle qui sont toujours là pour recevoir ces demandes d'information, plus sur un plan de comment je construis mon avenir professionnel. Le dossier matériel viendra après. Là, nous allons aborder les questions qui nous avaient été déjà posées en amont. Bien sûr. Vous y avez déjà qui ont été nombreuses, il faut le souligner.
Donc, par exemple, Romain et Carole avaient fait des demandes de CIF l'an dernier ici qui avaient été refusées. Oui. Ils demandent s'ils peuvent se lancer dans le CPF de transition. Est-ce qu'il faut refaire tout le parcours d'accompagnement? Est-ce que ça repart à zéro? Bien évidemment, les gens qui ont demandé un CIF en 2018 et qui malheureusement ont vu leur demande refusée peuvent très bien déposer un dossier de CPF de transition dès qu'on sera prêt. Hein, dès qu'on sera prêt, il n'y a rien qui les empêche. Il faudra juste vérifier que les conditions d'obtention, l'ancienneté professionnelle, la prise en charge du salaire, toutes ces choses qui sont des choses matérielles qui vont changer avec le CPF de transition ne soient pas trop éloignées de ce qui existait pour le CIF. À notre avis, mais on parle sous réserve, à notre avis, les conditions ne devraient pas être très différentes. Donc oui, les gens qui ont été refusés en 2018 pourront représenter une demande de CPF de transition sans garantie d'être financés, bien évidemment, il faut quand même le préciser, il n'y aura aucune garantie. Hein, les compteurs seront remis à zéro, si j'ose dire, et la commission, alors une précision, j'ai oublié de dire tout à l'heure, tant que ne sont pas installées des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, c'est le FONGECIF, en 2019, qui assurera cette fonction. Alors justement, à propos de budget, il y avait une internaute qui s'interrogeait sur ces volumes de budget. Donc déjà, par rapport au congé individuel de formation, les budgets et les échéanciers étaient visibles sur notre site. Par rapport au CPF de transition, il y a aussi cette obligation de transparence. Et Bien donc, sûr, il bien sûr. faudra aussi Alors voir. c'est l'occasion de le redire, les budgets seront moindres. C'est-à-dire, il faut pas, vous savez, avant, il y avait 0,2% de la masse salariale qui était versée par l'entreprise, hein, dans le cadre du 1% formation, qui allait sur le congé annuel de formation. Demain, en 2019, on peut penser que cette fraction de cette part salariale va être moindre. Hein. On ne peut pas dire aujourd'hui de chiffres, mais on a entendu passer le chiffre de moitié moins, donc il y aura moitié moins de financement, mais sur des demandes qui seront plus resserrées, parce que vous imaginez que si la contrainte c'est de devoir changer de métier ou de profession, ben, du coup il y aura moins de demandes qui correspondront à ce Du coup, il y critère. aura aussi d'autres dispositifs pour ces autres demandes. Tout à fait. Une question par rapport à justement aux formations choisies. Est-ce qu'elles devront être fortes, forcément au registre national de certification professionnelle? Une internaute s'est questionnée par rapport aux formations en sophro, hypnose, etc. Même principe, le CPF de transition devra mener à des formations qui sont répertoriées non seulement sur les listes éligibles, mais on ne va pas rentrer dans les détails puisque ces listes éligibles vont disparaître à terme, et aussi être ce qu'on appelle le RNCP. Donc pas d'inquiétude sur ces questions de formation, sophrologie. C'est pas ça le sujet. Le sujet, il va être beaucoup plus et la commission qui va examiner les dossiers de CPF de transition va être très attentive, encore plus attentive que ne l'était avant nos commissions sur le CIF, au fait que ce projet mène à l'emploi. Et c'est pas tant de vouloir partir en formation, c'est d'être capable de prouver par tous les moyens possibles que le projet de formation que l'on a, il va mener dans le futur à un emploi. Alors là, s'il y a un petit changement quand même, on ne peut pas imaginer que quelqu'un vienne et dise, écoutez, moi, l'emploi, c'est pas trop mon truc, mais je voudrais juste me cultiver et puis à obtenir un diplôme qui m'intéresse parce que je trouve que pour mon épanouissement, c'est autant le dire tout de suite, ce ne sont pas des projets qui seront prioritaires. La commission examinera des choses qui sont extrêmement rationnelles, puisque la volonté du gouvernement est claire, c'est que la formation doit mener à l'emploi. Ça, il faut être très clair avec les gens et ne pas les laisser rêver. Ça, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudra faire une formation de sophrologie, puisque c'est l'exemple que vous avez pris, Françoise, s'il nous démontre que parce qu'il a étudié, il a fait une étude de marché et qu'il pense que dans le quartier où il habite, dans le secteur où il est, ou même dans la région où il souhaite s'installer, pourquoi pas, il y a matière à développer une activité qui nécessite d'obtenir cette certification, la porte est grande ouverte. Si c'est pour compléter une culture personnelle, la porte sera beaucoup moins ouverte. Alors, par rapport du coup à quelque chose qui pourrait être plus personnel, le CPF classique tel qu'il existe, faire une demande de formation dans le cadre du CPF en dehors du temps de travail, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il faudra être vigilant sur les règles. Là aussi, des décrets vont sortir sur les règles d'application
comment je peux mobiliser mon compte personnel de formation en faisant une formation hors temps de travail. Donc hors temps de travail, ça veut dire que la question du salaire ne se pose pas. Je peux le faire indépendamment du souhait de mon employeur. Ça, c'est une question importante. Et sans presser de dire que peut-être ça n'a pas été assez souligné, mais le dire au public, c'est intéressant, le rappeler, le compte personnel de formation est un compte personnel. C'est-à-dire que seul peut le mobiliser la personne. Aujourd'hui, vous savez, la Caisse des dépôts et consignations qui gère tous les comptes personnels de formation, il faut savoir qu'il y en a plus de 35 millions qui ont été ouverts. Il y a 35 millions de comptes personnels de formation qui sont ouverts. Ouverts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout individu, tout actif, donc une personne en âge de travailler, jusqu'à sa retraite, tout actif est en mesure d'aller sur le compte personnel de formation, ouvrir son compte, c'est-à-dire s'identifier, et commencer à faire fonctionner ce compte qui est préexistant. Les 37 millions, je crois que c'est 37 millions, 37 millions de comptes sont ouverts, il n'y a plus qu'aux actifs à les activer. Mais rappelez aux personnes qu'ils sont seuls maîtres de l'utilisation de ces fonds, ça c'est une question très importante. D'ailleurs, les codes d'accès ne changeront pas, ça faisait partie des questions. Ah, il y avait une question là-dessus. Alors, je crois que maintenant, pour accéder à son compte personnel de formation, il faut passer par le compte personnel d'activité, qui est quelque chose de plus large. Ne vous arrêtez pas aussi. Oui, les liens. Les liens existent, vous allez trouver très vite. En tapant sur Internet, vous allez trouver très vite votre compte. Est-ce que vous pouvez nous parler des répercussions par rapport à l'employeur, notamment PROA, peut-être? Alors, quelques mots? Il existe un dispositif, mais qui est tout nouveau, mais qui ressemble beaucoup à un ancien. Dans cette loi, c'est beaucoup ça. Il y a du nouveau, mais qui ressemble quand même à l'ancien. Bon, il y a une rupture, mais quand même avec une certaine continuité. Ça, c'est un grand classique. Mais ça n'empêche pas de répéter que s'il y a un bouleversement profond quand même du paysage global. Le PROA, ça va être un dispositif qui ressemblait à ce qu'il connaissait à la période de professionnalisation. C'est-à-dire que la personne ne cherche pas à partir de l'entreprise, mais avec l'accord de son employeur, elle va suivre une formation pendant son temps de travail tout en restant à son poste de travail, avec des aménagements horaires, vous l'imaginez. On ne peut pas se former en travaillant. Quoique ça, c'est une autre histoire, on y reviendra peut-être. Mais la personne aménage du temps pour se former tout en restant chez son employeur. Il n'y a pas d'histoire d'autorisation d'absence. On n'est plus du tout dans ce cadre-là. Et il est prévu que même sur une période longue, elle puisse se former, obtenir une certification pour atteindre un poste où il s'agira plutôt d'une reconversion, mais à l'intérieur de l'entreprise. C'est un cas un petit peu particulier où, dans une entreprise d'une taille suffisamment conséquente, on peut estimer qu'il y a suffisamment de postes pour qu'une personne qui ne peut plus être à son poste ou qui a envie d'en changer, elle se mette d'accord avec son employeur pour pouvoir évoluer dans cette entreprise en changeant de métier. On change de métier, mais dans l'entreprise. Là, on n'est plus du tout dans le CPF de transition. Ce dispositif s'appellera PROA. Et il va être mis en œuvre. Là aussi, on attend un petit peu les décrets pour y voir plus clair. En tout cas, le bon interlocuteur pour ce dispositif PROA, c'est l'OPCO. Donc l'OPCO, c'est les OPCA qui se transforment en opérateurs de compétences. OPCO, ça, il faudra attendre un peu début 2019 pour que ça se fasse. Et l'interlocuteur également, c'est le DRH, bien sûr, parce que c'est lui pour savoir notamment être abordé lors des entretiens professionnels. En ce qui concerne donc ces formations obligatoires dans le cadre de mon métier, est-ce que l'employeur peut le financer sur mon CPF? Alors là, c'est l'occasion de redire, si la formation est obligatoire pour exercer le métier, il est de la responsabilité de l'employeur de pouvoir former les gens. Sinon, il y a comme un exercice illégal de la profession. Ça ne tient pas la route. Alors, le CPF qui appartient à la personne, qui sera monétarisé, donc compté en euros, bien sûr, l'employeur va être tenté pour des raisons financières, vous pouvez l'imaginer, de dire à la personne, mais écoute, tu pourrais mobiliser ton CPF parce que moi, ça m'arrange, ça me coûtera moins cher la formation. Il faut rappeler que le CPF est propriété de la personne. Elle n'est pas obligée de le mobiliser. Après, on va rentrer certainement dans une négociation avec l'employeur, mais il n'est pas prévu, ça il faut le dire, parce que je crois que la question portait là-dessus précisément, il n'y a pas de raison de enlever de votre CPF financièrement le montant d'une formation qui sera à financer dans le cadre d'une formation obligatoire. Ce n'est pas ça le principe. Votre CPF vous appartient. Vous avez 2 000 euros, 3 000 euros ou 500 euros sur votre CPF, cela vous appartient, vous en faites ce que vous voulez, du moment que c'est une formation. Donc l'employeur n'a pas à vous obliger à le mobiliser. D'accord. Justement, si
Je vois qu'il nous reste que Il nous 5 reste 5 minutes. Ouais. minutes. Donc, du coup, je vais repasser aux questions que nous avons reçues en direct. Est-ce que le conseil en évolution professionnelle est obligatoire pour ensuite passer sur le dispositif CPF de transition? Non, non, il n'est pas obligatoire. Par contre, on pourrait Fortement. parler du dispositif Alors, démissionnaire? j'ajoute Non? quand même que ce sera fortement conseillé. Oui. Parce que pour présenter à la commission paritaire interprofessionnelle régionale, la CPIR, un projet de transition qui tient la route, inutile de vous dire que la commission va regarder si la personne a travaillé un peu son projet. Les gens sont autonomes. Bon, très bien pour les gens autonomes qui ont pu construire quelque chose. Mais beaucoup de gens ont besoin de se faire épauler. Et surtout, surtout, quand il va s'agir de regarder le positionnement avant l'entrée en formation, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était maintenant obligatoire, certainement que la personne devra se faire aider et le CEP, le Conseil d'évolution professionnelle, sera fortement conseillé. J'enchaîne sur la chose sur laquelle vous vouliez me faire bref. Le dispositif démissionnaire, c'est un dispositif tout nouveau, mais qui va rentrer certainement, il va falloir être patient parce que les partenaires sociaux sont en train de renégocier l'assurance chômage, donc ça découlera aussi de cette négociation, mais on sait déjà que les personnes qui souhaiteront, on sait déjà parce que c'est inscrit dans la loi, mais sans détailler les principes, quelqu'un qui voudra démissionner de son poste pour une raison ou une autre, de chez son employeur, avec un projet de formation, un projet de reconversion, un projet de création d'activité, de création d'entreprise, pourra le faire sous condition de présenter à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dont on vient de parler, un projet dit réel et sérieux. On verra ensuite qu'est-ce que ça peut vouloir dire, un projet réel et sérieux. Si elle présente un projet réel et sérieux attesté par cette commission, elle pourra se présenter à Pôle emploi, être indemnisée dans le cadre des demandeurs d'emploi, ce qu'elle ne pouvait pas faire aujourd'hui, et envisager de se faire financer son projet de formation. Ça, c'est un dispositif nouveau, on l'appelle dispositif démissionnaire, qui permettra aux personnes, plutôt que d'avoir le choix, qui était un peu un non-choix, hein, je reste chez mon employeur mais je m'embête et je ne peux pas évoluer, ou bien je choisis de démissionner, mais si je démissionne, ben, j'ai plus rien, j'ai plus droit à rien. Là, il y a un dispositif qui prévoit cet entre-deux et qui permettra, je l'espère, aux personnes de faire des choix plus sereins, plus éclairés. Une dernière question. Pour les personnes qui auparavant avaient trouvé le financeur en fonction de l'employeur, par exemple les personnes du secteur de l'économie sociale et solidaire qui dépendaient d'Uniformation, est-ce qu'elles doivent s'adresser à Uniformation ou au FONGECIF? Au FONGECIF, en 2019 et dans le futur, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les OPCA, ni les OPCA transformés en OPCO en 2019 qui vont gérer le CPF de transition. Le CPF de transition, donc l'ex-CIF, si vous voulez, sera géré par le FONGECIF en 2019 et par la CPIR par la suite. Donc, la réponse est s'adresser au FONGECIF et en priorité, s'adresser à un conseiller en évolution professionnelle de préférence. Donc, on peut rassurer en disant qu'on ne vous laisse pas tomber une fois de plus. On est là en 2019 pour vous aider Bien aussi sûr. à y voir plus clair Bien sûr. dans toute cette réforme, trouver le bon financement. Hop là. J'en précise aussi que du coup, comme on a parlé des rôles de l'employeur, du salarié, le prochain webinaire, le 18, c'est sur l'entretien professionnel. Sujet très intéressant. Très intéressant, l'occasion notamment de voir que vous pouvez avoir les cartes en main et du coup définir un nouveau projet Tout à fait. d'évolution ou de reconversion, peut-être de formation. Et à ce sujet, Françoise, rappelez que l'entretien professionnel est obligatoire tous les 2 ans avec un point de situation tous les 6 ans, c'est-à-dire au bout de 3 entretiens par les entreprises, pour toutes les entreprises, et qu'on peut utilement se faire aider par un conseiller en évolution professionnelle pour préparer cet entretien. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. La demi-heure est très vite passée, mais nous allons refaire d'autres émissions, questions-réponses, vraiment sur la réforme, puis c'est quelque chose qui touche tout le monde, que ce soit vous ou même nous. Et je vous invite à nous retrouver sur nos réseaux, le fongesif-paca.com, le YouTube, LinkedIn, Twitter, j'en passe, et des meilleurs, à chaque fois j'en oublie. Bon appétit à tous, merci d'être